Bonjour Fanny et bienvenue sur mon podcast Oser, briller, inspirer. Hello, merci pour l'invitation, Sabrina. Merci d'avoir accepté si rapidement. On rentre dans le vif du sujet, hein. Let's go. Comment tu te décrirais? Wow, la Qui est question. Fanny? Ah ouais, ouais, ouais. Qui est Fanny? Qui est Fanny? Alors, la première chose, c'est déjà, je suis une femme. Et c'est important pour moi de le souligner dans le sens où j'ai pas toujours assumé en fait cette identité de femme. J'ai essayé pendant très longtemps de rentrer dans plein de moules et notamment pour devenir manager, j'ai essayé de plaquer en fait le moule des hommes. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc, du coup, pour moi, voilà, c'est vraiment pour moi, je suis une femme, je suis une femme solaire et je suis coach business et j'accompagne en particulier. Les femmes, justement, qui ont envie de se redécouvrir, qui ont envie d'oser se mettre en avant, de s'assumer et d'assumer en fait toutes les facettes d'elles-mêmes, a fortiori en fait dans leur business. Parce que j'ai vraiment envie de montrer que dans le business, on n'est pas obligé de rentrer dans des cases et qu'en fait, c'est à nous de définir nos propres standards. J'adore, on redéfinit ses propres cases. Et quelqu'un qui te connaît pas du tout, qui tombe sur le début de ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne de toi? Bah moi, j'aime bien me définir comme étant celle qui ose, parce que je dirais que quand on sait d'où je viens, une fille d'immigrés en France, avec des parents qui m'ont vraiment éduquée dans l'idée que on doit rendre à la France, donc il fallait être fonctionnaire, ou en tout cas rendre. Et donc moi, pendant 12 ans, j'étais la bonne élève, j'ai bossé à la Sécu, je m'occupais du service santé, je m'occupais de la santé des Français. C'est vraiment important. Mais alors après, devenir entrepreneur, partir s'expatrier à Dubaï, en Thaïlande, à Bali, aujourd'hui à l'île Maurice, tu m'aurais écrit ça sur un papier, je t'aurais dit, mais bien sûr, Sabrina, bien sûr. Doctorat. Et puis en étant maman aussi, au passage, je me serais dit non. Et en fait, ce qui définit en fait le changement de vie pour moi, ça a été vraiment l'audace. L'audace de dire, OK, à un moment donné, en fait, bah, la vie, on n'en a qu'une. En tout cas, celle qu'on vit aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Comment en fait on la rend joyeuse, comment on la rend à la hauteur des rêves qu'on a envie d'accomplir en fait. Et J'adore. pour moi, l'ingrédient, c'est l'audace. L'audace. Alors moi, je te connais, mais on ne te connaît pas encore. Pour toi, quels ont été les grands tournants de ta vie? Je sais que tu voyages beaucoup, peut-être qu'il y a des métiers que tu as fait. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus grand tournant pour toi? Ah, le plus grand tournant, j'allais dire, spontanément, ce qui me vient, c'est le moment où je suis devenue maman. Parce que le moment où on devient parent, maman a fortiori, c'est vraiment l'idée où d'un seul coup, il y a une autre personne dans ce monde qui dépend de toi. Et c'est toi qui as choisi que cette personne soit là. Et bah, du coup, ça redéfinit en fait tout ton rapport à toi-même, tout ton rapport aux autres. Et je me souviens notamment d'une phrase, en fait, quand j'étais, avant d'être maman, quand je rentrais le soir, je me disais, ah, j'ai le temps de rien et tout. Et quand je suis devenue maman, mais avant, j'avais tellement de temps pour moi, mais comment j'ai pu vivre cette vie en me disant que j'avais pas le temps? Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui dépend de moi. Et en fait, c'est là où on découvre ses super pouvoirs et c'est là où on se rend compte que finalement, bah, en fait, en étant maman, on se découvre en fait, en se disant, bah, finalement, j'arrive à être opérationnelle en dormant pas beaucoup, toujours toutes les nuits. Moi, ça a duré 2 ans l'histoire, donc merci. Gérer un frigo, gérer un enfant qui pleure et tu ne sais pas du tout en fait ce que tu dois faire et tu dois quand même gérer ça avec la fatigue et tout ça. Bref, pour tous les parents, vous savez de quoi je parle. Mais en fait, ça a vraiment été ce moment où, ok, du coup, il y a autre chose. Et puis, c'est ce qui m'a ramené aussi, je dirais, à la beauté du corps et à la beauté de la vie. Parce que pendant très longtemps, moi, j'étais une femme qui rejetait son corps. J'avais énormément de complexes. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire quand j'ai été jeune, à l'âge au moment de passer le bac. Et du coup, j'avais vraiment pas une bonne relation avec mon corps. Et le jour où je me suis rendu compte que c'est mon corps qui a fabriqué cette petite merveille-là et qui me permet de la nourrir et qui me permet d'être là, en fait, avec cet être, ben, ça a tout changé, en fait. Ça a fait shifter tout mon monde. Et quelque part, c'est vraiment le point de départ parce que c'est pour lui aujourd'hui, donc c'est un garçon qui s'appelle Herman, c'est pour lui aujourd'hui, il a 11 ans, que je me suis dit, OK, si je ne crois pas en mes rêves suffisamment, si je ne lui montre pas, en fait, que c'est possible, c'est quoi l'héritage que je vais lui laisser en fait? C'est quoi l'image que je vais lui laisser? Et donc c'est pour ça que vraiment ça a été le tournant, le grand shift en fait, où je me suis dit, ok, il y a autre chose là. C'est marrant que tu parles de ça et dans ce podcast, c'est une interview, mais je parle aussi de moi, ce qui m'est arrivé. Et pareil avec ma fille. L'arrivée de ma fille, ça a tout chamboulé. J'avais des plans, hein. Je voulais devenir traiteur, donner des cours de cuisine. Et elle est arrivée, j'ai fait no way.
je quitte pas cet enfant. Je suis tombée folle amoureuse de mon enfant. Et pendant 18 mois, on est resté love to love parce qu'il était hors de question que je la quitte. Et c'est vrai que on vous dit que du bonheur, les enfants. Oui, beaucoup, mais pas toujours. Pas tout le temps à Non, 100%. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut révolutionner une vie, révolutionner une vision. Et moi, je m'attendais pas à ça, hein. Personnellement, je savais que j'allais l'aimer, je me doutais, mais pas, je m'attendais pas à ce qu'elle change mes plans. c'est ça. Ah non, mais c'est vrai que bah, d'avoir un enfant, c'est une vraie claque. Alors moi, j'en ai qu'un, je sais pas pour le deuxième, si un jour j'ai un deuxième, je te dirai. J'imagine que pour chaque enfant, c'est différent, mais c'est vrai que là, c'est le moment où tout change en fait. Soit avec soi, soit avec son enfant, soit avec son partenaire de vie, parce que l'enfant ne fait pas tout seul. Donc du coup, il y a des ajustements en fait à avoir. Soit avec sa relation au travail. Moi, je me souviens que j'avais très très peur de revenir au bureau et j'avais demandé un rendez-vous vraiment très solennel à ma boss avant de revenir 15 jours avant pour fixer mes standards, hein. Pour le coup, elle avait compris. Je dis, voilà, moi maintenant, les horaires, ça va être ça. Je prends le train, ça va être rythmé, non, 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 non. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez demandé ce rendez-vous? J'ai dit, parce qu'en fait, j'ai changé, je ne vais pas revenir comme avant. Ça, c'est no way. La petite Fanny docile, là, qui est toujours là à 20 heures pour aller faire les dossiers, c'est terminé, en fait, l'histoire. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Donc, du coup, ça va changer. Du coup, Marianne m'a fait, ah ouais, ça vous a déjà changé. Bah ouais, en fait, ça fait 6 mois que je suis maman et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé et mon rapport à la vie a changé. Et puis, je dirais, moi, plus largement aussi, c'est le moment où je me suis aussi intéressée plus à la spiritualité parce qu'en fait, j'ai accouché. 15 jours après, mon beau-père, celui qui m'a élevée, est décédé. Et du coup, ça a été vraiment la vie, la mort en même temps. Et c'était la première fois que j'étais confrontée à un deuil, en fait, dans ma vie d'adulte. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi le sens de la vie? Donc, ça a été vraiment une période vraiment d'introspection et c'est là où j'ai commencé à découvrir le développement personnel. Et je pense que tout ce chemin, après, c'est ce qui m'a amené à devenir coach de méditation. Et en devenant coach de méditation et en vivant aussi bah, burn-out comme beaucoup de personnes, là, bah, j'ai re-questionné en fait ce fameux sens de la vie et ce fameux sens de, OK, qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils? Et c'est là où j'ai pris, je dirais, je pense, une des décisions les plus audacieuses pour le coup de ma vie, qui a été de dire, OK, tu plaques tout en France, ton CDI, donc j'ai une rupture conventionnelle, je suis partie vivre à Dubaï, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, encore moins ou en ligne. Et, et je suis partie, c'était il y a 4 ans. Et puis, il y avait aussi ce défi de dire, bah, en fait, je pars, mais je pars pas avec mon fils sous le bras. Parce que ma responsabilité de maman aussi, c'est de choisir le meilleur environnement en fait, possible pour lui. Et à l'époque, je voulais pas l'emmener dans quelque chose dans lequel moi-même, je ne savais pas en fait ce qui allait. Il avait quel âge? Il avait, un petit père, il avait 7 ans. Et je me souviens que, donc à l'époque, ça faisait 1 an que j'étais séparée de son papa. Et je l'ai pris entre quatre yeux et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est vacances de la Toussaint, vraiment les dates anniversaires chez nous. 1 an avant, je lui avais annoncé que je quittais son papa. Et là, je lui ai dit, écoute, voilà, maman est malheureuse. Et, euh, et en fait, j'ai envie de me donner l'opportunité en fait, d'être heureuse à nouveau. Et si je me donne cette opportunité-là, bah, tu auras une maman heureuse. Et je pense que toi et moi, c'est ce qu'on veut. Et il m'a regardé, il m'a dit oui, maman, ça m'émeut, hein, mais. Et en fait, c'est comme si, dans ma âme, en fait, il avait compris qu'il y avait ce besoin-là. Et je vais pas dire qu'il n'y avait pas il y a pas eu de culpabilité parce qu'il y en a eu énormément pendant des mois et des mois. Je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Toujours plus simple en fait de juger plus tard. On est 4 ans plus tard et aujourd'hui je me dis mais ça a été le meilleur choix possible pour nous deux parce que ça nous permet aujourd'hui de voyager ensemble, d'avoir du temps de qualité. La réalité c'est que j'ai 30% de l'année avec moi mais 30% on est vraiment ensemble. Moi j'ai pas les douches, les devoirs, les tiens-toi bien à table. Alors si j'ai l'éducation mais différemment. Et puis surtout, je peux lui transmettre d'autres valeurs. Et aujourd'hui, quand il me dit, moi, plus tard, je suis entrepreneur, en fait, il a toujours dit ça. Même quand il était petit, à 2 ans, il disait, moi, je veux vendre des trucs. Bon, Très bah, du bien. coup, c'est devenu très, très clair dans sa tête il y a pas d'autre. Enfin, voilà, il veut pas être salarié. Ça a bien le temps de changer. Mais en tout cas, je vois que ça forge déjà son mindset et son rapport à la vie. Donc, je me dis, bah, c'est gagnant-gagnant, en fait. Complètement. Et c'est hyper important ce que tu dis. On a dit que avoir un enfant, ça révolutionne tout, mais le modèle qu'on devient pour ses enfants, enfin, tant que t'as pas d'enfant, tu te poses pas la question de quel modèle je vais être pour l'humanité ou en tout cas moi pas du tout. Et c'est vrai que là, en étant entrepreneur, j'ai envie de montrer à mes enfants qu'ils peuvent tout faire en fait, qu'à zéro C'est limite et que s'ils ont envie et s'ils ont les moyens, ils y arriveront. Mais c'est parce qu'ils sont arrivés que j'ai pu avoir cette réflexion-là. Et je trouve ça chouette d'élever des enfants qui vont se dire, je ferai ce que je veux, quoi.
C'est ça. Et c'est vrai que quand j'entends, bah aujourd'hui, après, c'est la manière aussi dont on a été élevé et dans notre culture, c'est comme ça. Enfin, en France, c'est très comme ça. La fameuse question du Ah, bah, tu rentres au collège, bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme études? Et quand il dit, moi, j'en sais rien. Enfin, des études, oui, non. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est m'occuper des animaux, c'est vendre des trucs, c'est construire des choses. Mais en fait, les gens, souvent, posent la question, non, mais les études, c'est quoi? Bah, en fait, laissez-le. Enfin, ses études, il fera bien ce qu'il veut. Et en fait, à 11 ans, comment tu peux demander à quelqu'un de te projeter, sachant que nous-mêmes, en tant qu'adultes, moi, je viens d'avoir 40 ans, personnellement, je ne sais pas ce que je vais faire dans 20 ans. Enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités qu'en C'est fait, on vrai. change, on évolue. Et au fil du temps, en fait, bah, on se découvre de nouvelles passions et on fait d'autres choses. Et c'est OK. Et la vie, elle n'est pas linéaire. C'est chouette. Mais complètement. Et c'est vrai qu'à notre époque, à 18 ans, on nous demandait de choisir une voie. C'est hyper tôt. Tu te connais pas Ah, à bah 18 oui, ans. Tu sais pas ce que tu veux faire. Tu sais ce que t'aimes à peu près. Mais entre la Sabrina qui était là à 18 ans et celle qui est là, rien à voir. Alors, rien à voir, quoi. Donc, demander à un enfant de 12 13 ans, tu fais quoi comme étude? C'est un peu tôt, les gars. On va le laisser découvrir un peu la vie, découvrir ce qu'il aime et il fera bien ce qu'il a envie, quoi. c'est ça. Mais c'est vrai que cette idée de la projection dans l'avenir, je pense Ouais. que c'est la chose la plus importante qu'on peut en fait transmettre. En tout cas, moi, c'est mon souhait à travers aussi cette entreprise, c'est de dire que effectivement, tout est possible à tout âge et c'est pas une question de diplôme parce que très souvent ça vient. Alors, d'autant plus chez les femmes, cette question du oui, mais qui je suis moi pour faire ça? Et puis, quel diplôme j'ai pour faire ça? Alors, tu as le diplôme de l'école de la vie. Rappelle-moi, dans telle situation dans ton parcours, est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Oui. Est-ce que tu as trouvé des solutions? Oui. Est-ce que demain, tu vas en trouver d'autres? Oui. Voilà, tu as ton diplôme, il est validé. Et moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est, OK, tu as vraiment besoin d'un diplôme. Tu ouvres ton joli canevas, là, et puis tu te crées ton diplôme, tu te crées ton certificat, tu mets ce que tu veux dessus, tu l'imprimes, tu le mets au-dessus de ton PC. Et tant que tu as besoin d'une validation, tu la lis, c'est ton auto-validation. C'est rigolo parce que cette discussion, je l'ai eue avec Mélanie du Paper Club. Si tu m'écoutes, je parle vraiment de toi, qui veut se lancer dans l'illustration et qui se dit que peut-être qu'un diplôme la validerait. Et moi, ma réflexion, c'est qu'il y a tellement de personnes qui ont des diplômes et qui sont totalement nuls, autant y aller même sans diplôme, si on est vraiment doué. Pourquoi C'est ça, attendre une validation extérieure? c'est ça. Et puis, en réalité, enfin, je veux dire, à partir du moment où on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, combien de fois il y a quelqu'un qui va vous demander vraiment vos diplômes? Franchement, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est Personne vrai, m'a demandé mon diplôme, jamais. c'est vrai. Forcément, on parle de parcours, de tout ça, mais il y a personne qui vient en disant, bon alors, du coup, vos diplômes, ça s'est passé comment? Vous avez été C'est vrai. major et votre note, c'était quoi? Et vous avez quoi comme sujet à l'examen? C'est pas la question, en fait. La seule question, c'est, la personne vient, elle a un besoin, c'est est-ce que je peux répondre à ce besoin? Oui, non. Si c'est oui, c'est OK. C'est Si c'est exactement non, c'est OK aussi, il faut juste en avoir conscience. C'est ça, et de pouvoir dire non sans culpabiliser. Si tu sais pas, elle trouvera bien quelqu'un d'autre. C'est Alors, ça. dans tout ce parcours que tu nous as raconté, est-ce qu'il y a une difficulté qui t'a appris des choses sur toi? Une en particulier ou plusieurs? Ah bah j'ai envie de dire que les Quelques-unes. difficultés, en fait, pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat, mais d'un point de vue positif, hein, c'est de se dire, en fait, c'est savoir gérer des problèmes au quotidien. En fait, on ne fait que trouver des solutions. Donc, du coup, bah, des difficultés, il y en a tous les jours, mais c'est la capacité à aller mobiliser les ressources en soi ou à l'extérieur pour trouver des réponses. Et de se dire, OK, en fait, de quoi j'ai vraiment besoin? Moi, par exemple, j'ai une formation de juriste, et souvent on dit, ah, mais les juristes, en fait, ils font que c'est-à-dire du copier-coller du code, il faut connaître le code. Oui, alors à l'examen, on te donne le code, hein, tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur. Mais en fait, ce que tu apprends pendant 5 ans de droit, c'est pas tant à réciter des textes, c'est à savoir comment les articuler, comment les utiliser. Ben, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les codes, comment ça fonctionne, et après, c'est d'aller activer les bons leviers, donc les bons partenaires, les bons prestataires, les bons collaborateurs, les bons clients, et en fait, d'articuler tout ça. Et moi, l'une des plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, et je pense qu'on est beaucoup de femmes aussi à avoir rencontré ça, c'est ce fameux perfectionnisme. Et l'autre jour, j'y pensais, je voulais faire un épisode justement là-dessus, et je disais, mais en fait, l'une des questions qu'on me posait en entretien, des entretiens, j'en ai passé beaucoup, j'en ai fait passer beaucoup, souvent quand on dit, c'est quoi votre défaut? Ah bah mon défaut, c'est que je suis perfectionniste. Combien de fois je me suis entendue dire ça? Et j'avais pas conscience à ce moment-là à quel point c'était vraiment un défaut pour le coup, parce que mon perfectionnisme, ça m'a empêché plein de choses. Je veux dire, tant que la page de vente, elle n'était pas parfaite, bah j'osais pas appuyer sur envoi.
Tant que je me sentais pas totalement parfait sur le poste, combien de fois on est là en train de se dire, attends, faut que je revoie dans Canva la taille de la police, est-ce que c'est bien centré, est-ce que honnêtement, on s'en fout poste quoi. Je veux dire, moi je me suis retrouvée quand même au mois de décembre, j'ouvre mon téléphone, je suis dans l'avion, on rentre pour les vacances. J'ouvre mon téléphone, je regarde mes notes. Je me dis, allez, là, j'ai pas de connexion. Ah bon, je vais regarder mes notes, je vais faire du tri. Il est temps de faire du tri aussi. J'ai découvert 350 posts que j'ai rédigés que je n'ai jamais publiés. Et là, je me suis dit, OK, si tu les avais publiés, ça aurait sans doute changé quelque chose. Et ça a été vraiment une leçon en mode le perfectionnisme. Poubelle. On est d'accord. En fait, ça empêche de passer à l'action. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est l'action qui fait gagner de la confiance et pas le fait d'améliorer une page de vente encore et encore et encore. Tant que t'as pas appuyé sur entrée et que tu l'as pas diffusé, il se passera rien. Et Et c'est même trop quand tu l'as diffusé, dommage. en vrai, il se passe pas grand-chose si tu communiques pas dessus. Alors, il faut dire la vérité. C'est vrai. C'est pas Donc, il n'y a pas le grand plus gros du risque. travail, hein. Il y a pas grand risque, quoi. Donc, se cacher Non. derrière ce perfectionnisme, c'est pas y aller, en fait. C'est ça, en fait, c'est que des excuses. Et moi, j'avais l'habitude de dire que l'impossible, ça n'est qu'une excuse, parce qu'il y a toujours des solutions. Oui, Après, ces solutions qui vont nous coûter soit du temps, soit de l'argent, de l'énergie, ça a toujours un coût. Après, on choisit, j'allais dire, on choisit ses batailles, on choisit ses coups complètement. et on y Complètement. va. Complètement. Et avec tout ce parcours, tout ce que tu as fait, de quoi tu es le plus fier? Ah, bah, je sais pas pourquoi aujourd'hui je pense beaucoup à mon fils, mais je pense que c'est ça ce dont je suis le plus fière, c'est vraiment de pouvoir vivre cette vie en fait de liberté. Et de lui dire, en fait, bah, pendant des années et des années, moi, parce que c'est un choix, je me suis enfermée, en fait, dans une cage dorée quand je bossais à la Sécu. Je me suis enfermée dans plein d'injonctions parce que j'étais très, très craintive, j'étais très, très peureuse, j'étais une petite fille très timide. Moi, j'ai pas passé le barreau parce que j'avais peur de parler en public. Sauf que derrière, je me suis retrouvée manager à l'âge de 23 ans et que j'avais pas capté qu'il fallait aller animer des réunions de service. Comment dire Surprise! que la douche a été un petit peu froide, la surprise a été un peu strong, mais aujourd'hui, en fait, c'est ça qui me permet, c'est ma voix et d'avoir travaillé là-dessus, qui me permet d'animer des coachings aujourd'hui, des conférences, d'écrire un livre, c'est tout ça. Et en fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir dire à mon fils, tu vois, en fait, quelles que soient les cartes de départ, tu n'es pas obligé d'avoir les bonnes cartes, entre guillemets, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises cartes. Mais avec les cartes de départ, qu'est-ce qu'on a envie de faire, en Qu'est-ce fait, que et t'en comment on peut fais? rendre ça fun, en fait. Ouais. Et ce que j'aime dans la relation qu'on a, c'est que c'est pas que de la transmission descendante. Vraiment, nos enfants, c'est nos meilleurs maîtres. Et c'est vraiment, enfin, moi, je dirais que mon plus grand coach, c'est lui. Parce que des Ah fois, il ouais. me dit, mais maman, mais pourquoi t'es pas encore sur YouTube? Comment ça se fait? Parce que quand même, tout le monde est sur YouTube. Oui, d'accord. Mais pourquoi tu fais pas ça comme ça? Mais en fait, c'est simple. Mais même, par exemple, la première fois, il me dit, bah bon, tu vas faire une vidéo YouTube. Et là, il commence à m'expliquer. Il me dit, il faut une intro, donc toujours la même phrase. Il faut une outro, toujours la même phrase. Et tes abonnés, ils vont revenir parce qu'ils vont te reconnaître. Là, tu dis, OK, t'as quel âge? 8 ans? Ok, Ah, d'accord. d'accord, OK. Là, il te dit, mais pourquoi tu fais pas une story? Mais montre-toi, mais fais une facecam. Allez, on y va. Tu dis, hey, salut, comment ça va? Et tout. D'accord, ok. Et en fait, c'est Simple. naturel en fait pour C'est lui. simple, c'est Et du coup, simple. c'est simple. Et il me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Et en fait, c'est dans ces réflexions-là que du coup, bah, on peut en discuter et qu'il y a ça ouvre plein de sujets. Et en fait, du coup, moi, ma plus grande fierté, c'est de me dire que, bah, en fait, on construit la relation et la vie qu'on a envie d'avoir sans se soucier finalement du regard des autres, alors que pendant très longtemps, la chose qui me faisait le plus peur, c'est le regard des autres. Et je dis pas qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout peur parce que bah, je suis comme tout le monde, mais je pense que ça m'a permis de m'affranchir de beaucoup de choses. Le fait d'avoir une parentalité qui est différente. euh, je pense que pour moi, ça a été la plus grosse autorisation que je me suis donnée. Et c'est celle-là la plus importante. Et c'est de celle-là que découlent plein de choses. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que les enfants nous apprennent énormément. Ma meilleure coach mindset, c'est ma fille qui a 9 ans et qui aime beaucoup être en culotte. Bref, je lui dis, mais pourquoi tu mets pas ton pyjama? Elle me répond, mais parce que j'ai envie en fait. Et C'est cette ça. réponse, elle est juste magique. Elle fait ce qu'elle a envie. À partir du moment où ça fait de mal à personne, allons-y. Et en l'observant en vacances, toujours la même, qui s'est ramassée dans le jardin, elle s'est fait vraiment très mal. Mais 5 minutes après, elle courait à nouveau. Et nous, en tant qu'adultes, au moindre échec, on remet tout en question, on arrête tout, on va se mettre sous notre couette à pleurer. Alors qu'un enfant qui tombe, qui se fait mal, il se remet à courir. C'est ça. Donc effectivement, les meilleurs coachs
ce sont nos enfants. Il faut les observer, les écouter parce qu'ils sont beaucoup plus dans la simplicité en fait. C'est Et il ça. faudrait C'est s'inspirer même de pendant ça. Ça, c'est même pendant les vacances. Moi, je suis du genre à me dire, bon, alors on est ensemble, il faut que j'organise le programme, les activités. Souvent, il me dit, non, mais en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de chiller, tu vois. Juste, on fait rien. Ah, ok, d'accord. Bah, chill, Et j'adore. bah, pourquoi pas? Et d'ailleurs, moi, je vous conseille de faire ça si vous avez des enfants. Posez-leur la question, c'est quoi les meilleurs moments que tu as passés aujourd'hui, cette semaine, voilà. Et en général, la réponse, c'est toujours des trucs très simples. C'est genre, on a mangé des pâtes, c'était cool, on a bien rigolé. Et c'était pas forcément à la super sortie qu'on a organisée depuis 3 semaines. On s'est saigné un bras pour pouvoir y aller. Non, en fait, non, ce qu'ils retiennent, c'est le quotidien et c'est les discussions et les moments et de la simplicité, quoi. Complètement. Je pense à ma fille, on était au musée là. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as préféré au musée? C'est quand on a pris le goûter. Ok, ok. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Dans un beau cadre, on s'est posé, on a pris le goûter, on a rigolé. Ben, elle, c'est ça qui l'a marqué plus que le grandiose, quoi. C'est exactement ce que tu dis là. Les moments simples, finalement. Vraiment les moments C'est ça. simples. Et du coup, je trouve que cette simplicité, on peut aussi la retrouver dans nos business parce que, par exemple, moi, j'ai tendance à complexifier beaucoup les choses. Je sais que j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça. Je me suis dit, OK, ce serait quoi la simplicité? Je la trouve pas toujours, mais de faire cet effort de la simplicité, finalement, bah, je pense que c'est le chemin le plus court, finalement, pour délivrer la valeur et pour aussi, moins se prendre la tête au quotidien, tout simplement. Mais je suis tellement d'accord, mais tellement d'accord. Alors moi qui connais un peu ton parcours, je sais que tu as beaucoup changé, beaucoup voyagé. Pour moi, tu es quelqu'un qui se réinvente beaucoup. Qu'est-ce qui te pousse à le faire comme ça? Tu as dit que tu avais 40 ans. Oui, tu les as eu il n'y a pas très longtemps. Mais qu'est-ce qui te pousse à te réinventer, je vais pas dire quotidiennement, mais si régulièrement? Si régulièrement. C'est vrai que c'est assez régulier. Je pourrais pas dire ce qui me pousse vraiment, mais en fait, je pense que c'est la force de vie. C'est-à-dire que moi, quand je suis face à une épreuve, depuis toute petite, j'étais face à beaucoup d'épreuves. Et, euh, et à chaque fois, en fait, pour moi, il n'y a qu'un seul choix, c'est la vie, en fait. C'est t'as deux choix. C'est soit tu give up, tu baisses les bras, il se passera plus rien, et voilà. Soit c'est la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que, quelles que soient les épreuves que j'ai pu vivre, je me suis toujours relevée comment? En me disant, OK, si tu choisis la vie, qu'est-ce qui se passe en fait? Et la vie, bah, c'est être dans le présent, c'est sourire. Alors des fois, bah, on sourit alors qu'intérieurement on pleure, mais ça, c'est aussi apprendre du coup aussi à, voilà, à vivre ses émotions, à les process. Et moi, j'encourage tout le monde à vraiment se faire aider là-dessus si ça n'est pas le cas et si pour le moment c'est encore difficile d'aller voir ça, bah, moi, je conseille voilà, de se faire accompagner parce que les émotions, c'est ce qui nous drive. Et moi, ça a été ça. Ça a été à chaque fois de me dire, OK, j'ai connu des choses difficiles dans l'enfance. Moi, j'ai connu l'inceste avec mon beau-père. Bah, comment on survit à ça? Bah, en fait, on peut survivre à ça. Et on n'est pas obligé de vivre toute sa vie avec cette étiquette-là. Euh, Quand on est enfant d'immigrés, bah, on a une étiquette. Quand moi, je rentrais à Madagascar pour les vacances pour ma famille, on disait, ah, c'est de la française. Et quand j'arrivais en France, on disait, ah, l'étrangère, l'étrangère. C'est dur Ouais. en tant qu'enfant. C'est Mais enfin, aujourd'hui, c'est où je suis bien, quoi. C'est où on c'est ça, m'accueille les bras ouverts et ouais. c'est ça. Et en fait, je trouve que finalement, ça a été une des plus grosses libertés parce que puisque tu n'es de nulle part, bah, finalement, tu as le droit de choisir d'où tu es. Et du coup, à chaque fois, c'est ça, la réinvention, finalement, elle est née de là, de ce souffle de vie, de cet espoir. Et moi, j'ai toujours eu dans ma tête l'idée que il y a autre chose, en fait. Il y a quelque chose de plus grand. Je ne savais pas quoi, mais j'avais toujours je sais pas, cette pulsion de vie de dire non, non, ça peut pas être que ça. Si c'est que ça, franchement, ça valait pas le coup de venir. Il y Il aura y a autre autre chose. chose. Il y aura autre chose. Et en fait, cette autre chose, le jour où j'ai compris qu'en fait, moi, je pouvais le créer, moi, je pouvais le déclencher, moi, je pouvais co-créer finalement avec l'univers cette réalité, bah, du coup, c'est ce qui pousse à changer. Effectivement, bah, je me suis réinventée. Pendant 12 ans, j'étais manager à la Sécu. Après, je suis devenue entrepreneur, je me suis expatriée à Dubaï. Alors, c'était pas un hasard, entre guillemets, parce que à l'âge de 15 ans, vécu ma première expatriation. J'étais allée à Madagascar pendant une année au lycée français. J'avais dit à mes parents, quand j'y pense maintenant, je me dis 14 ans, je suis allée voir mes parents, je dis, bon, moi je vais partir au lycée français à Madagascar pendant un an, je serai pas là. Bon, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ok, d'accord. Moi, je pense que ça les arrangeait aussi à l'époque. Ok. Euh, mais à ce moment-là, du coup, j'ai compris que
je voyagerai parce que là, c'est la première fois où j'ai vu d'autres enfants expatriés et c'est quand même génial ce truc. Et je m'étais dit plus tard, quoi qu'il arrive, je partirai. Et au moment où j'ai vécu mon burn-out à la Sécu, après ça, je commençais à me dire, OK, où est-ce que j'aimerais aller, où est-ce que j'aimerais vivre? Et je savais pas où, j'avais pas d'idée de pays en particulier, mais je commençais à explorer. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui, à ce moment-là, lui partait à Dubaï. Je l'ai rejoint pour des vacances et une fois que je suis arrivée là-bas, je dis, ah, je me sens bien. This is it. Et là, du coup, bah, ok, comment on devient cette personne qui s'expatrie? Comment on devient cette personne qui entreprend? Et en fait, c'est en se posant cette question-là que bah, les réponses viennent. À partir du moment où on cherche, là, on pose des questions, on trouve les réponses. Et on met en place les choses, en fait. Et là, pareil, cette année, ben, 40 ans, euh, rupture, du jour au lendemain, il faut à nouveau changer de vie. Et là, je me suis dit, ok, je change de vie. Euh, et du coup, se pose la question, qu'est-ce que j'aime de mon ancienne vie? Qu'est-ce que je peux continuer en fait à chérir et à porter au quotidien? Et c'est quoi la suite? De quoi j'ai vraiment envie? Et la réponse, elle n'est pas comme ça, hein, c'est pas instantané, c'est un process, c'est d'accepter que c'est un process qui prend du temps et que du coup, vivre une renaissance, c'est pas du jour au lendemain, c'est au fur et à mesure du temps en fait qu'on trouve des réponses, et accepter que ça va pas être un matin, on va se lever, on va se dire, ah ça y est, j'ai l'illumination. Non, c'est dans les petites choses du quotidien qu'en fait on se rend compte que tiens, ah mais ça en fait en moi c'est stable. Cette chose-là, c'est moi, ça me représente, c'est mon identité. Ça, c'est ce que j'aime vraiment faire. Ça, je l'ai fait pendant longtemps, mais en fait aujourd'hui ça me correspond plus. Ok, exit. Tiens, ce pays-là, cette manière de vivre-là, j'aime bien. Ça, j'aime moins. Ça, j'aime moins, mais il y a autre chose qui finalement est plus grand et qui, du coup, je vais pouvoir m'en accommoder parce qu'en fait, j'aime bien. Ok, en fait, c'est vraiment une question de choix et de dosage. Moi, je vois vraiment la vie comme si on avait des potions magiques et que chacun crée sa potion pour lui-même, en fait. Tous les jours, on peut rajouter les ingrédients. Il n'y a jamais rien de figé. Mais quand tu racontes ça, de la manière dont tu le racontes, on a l'impression que tu n'as jamais eu peur. Est-ce qu'il y a eu des Ah, peurs que t'as dû, enfin, auxquelles tu as dû dire, allez, je laisse tomber ça, il faut que j'avance. Quelles étaient tes peurs à toi? ah, mais des peurs, mais j'en ai tous les jours des peurs. Enfin, je veux dire, ça va de je me réveille et là, je vois des fourmis. Je me dis, allez, comment je vais me débarrasser de ces trucs? Moi J'ai aussi, je trop me peur. déteste, mais je suis comme toi. On est pareil. Ok. Bon, bah, du coup, donc ça va de cette peur-là à, ok, cette année, par exemple, tu sais, pour m'avoir accompagnée, on est dans des cercles ensemble, et je me suis rendu compte que mon ancienne entreprise, Possible Factory, ça faisait 3 ans que j'étais dedans, 3 ans que tous les jours, je vivais, je mangeais Possible Factory. Et ben, en fait, je voulais plus avoir cette entreprise. Je ne me sentais pas bien là-dedans. Cette étiquette que j'ai acceptée pour des raisons marketing de faire du storytelling, j'en voulais plus. Les formations que j'ai créées avec amour pendant des jours et des jours, avec tous ces fameux défis techniques je me souviens d'une fois où j'ai enregistré un cours, on était à Budapest dans un hôtel, j'étais jet-laguée au possible, j'enregistre le cours, 1 heure et demie de cours pour finalement me rendre compte que je n'avais pas branché le micro, que le son n'était pas là. Je sais pas comment expliquer que là, la désespérance arrive. On respire, on dit bon, bah, c'est que ça devait pas être cette énergie-là, ça devait pas être ce cours-là. Ok, next. Et on recommence et je l'ai fait différemment. Et voilà. Mais du coup, des peurs, j'en ai plein au quotidien. Et je dirais, ouais, la plus grande peur, c'est de se dire, ok, tout ce que j'ai construit, c'est en train de s'écrouler. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et dans ces moments-là, bah, la seule réponse qui me vient, c'est toujours la même, c'est avoir foi dans la vie, en fait. C'est d'avoir cette confiance. La confiance, c'est ça, c'est c'est avec. Et la confiance, en fait, c'est avancer avec foi et se dire que chaque jour, on va avoir les réponses. Mais pour avoir ces réponses, ça veut dire qu'il faut bouger. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est d'être dans l'action. C'est, OK, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui, je fais un Possible Factory. C'est quoi la suite? Je ne sais pas. J'ai hyper peur. Il y a des jours où, il y a des jours sans, hein. Il y a des jours où on pleure toute la journée en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis partie à l'autre bout du monde? Et puis en fait, bah, on sort, on rencontre d'autres personnes et on se rend compte que c'est chouette en fait, il peut se passer plein de choses. Et c'est là aussi où on s'autorise finalement, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je me suis autorisée à prendre les plus grandes décisions, de dire bah ok, on ferme, ok, du coup on va changer de nom, parce que voilà, dans mon histoire, le nom de famille c'était quelque chose d'important. J'ai décidé de reprendre le nom de mon grand-père pour finalement me rendre compte que ce nom-là, il y a 4 ans, je l'avais déjà inscrit dans un carnet en disant que ce serait ça mon nom. Et qu'en plus de ça, mon premier studio de méditation, quand j'ai donné mes premiers cours de méditation, la première fois que j'ai eu une entreprise, ma première immatriculation
Sirette en France, c'était au nom du Chan Studio, donc c'était déjà là en fait. C'est déjà là, ouais. Mais simplement, peut-être que j'étais pas encore prête à ce moment-là à vraiment incarner pleinement cette identité et cette lignée. Et tout ce chemin que j'ai fait pendant 4 ans, bah, aujourd'hui, j'y suis revenue parce que je suis revenue riche d'autres choses. Et ça y est, je suis prête à step in. Et pour les femmes qui sont là, qui t'écoutent, ou qui nous regardent d'ailleurs, qui aimeraient oser un changement, t'aimerais leur dire quoi? J'aimerais leur dire que déjà, la seule limite, c'est leur imagination. Parce que très souvent, on se dit, ah, j'aimerais ça, mais c'est pas possible. Alors, avant de dire que ça, c'est pas possible, par exemple, si moi, je fais 1,52 m, demain, je fais 1,80 m, ça, oui, on est d'accord, c'est pas possible. Oui, Voilà. d'accord. Bon, Oui. ça, on est OK. Par contre, c'est plutôt la question que je me pose, c'est pourquoi tu veux faire 1,80 m? Ah, et du coup, il y a d'autres choses qui viendraient. Mais donc, du coup, la première chose, c'est OK, si tout est possible, si j'ai une baguette magique, de quoi j'ai vraiment envie? Et vraiment, j'allais dire, répondre depuis cet espace-là. Et une fois qu'on a répondu à ça, c'est OK, c'est quoi la première action que je peux faire aujourd'hui, la plus petite en fait, qui va me mener vers ça? C'est quoi la plus petite action? Et en fait, le fait de faire cette petite action, bah déjà, ça va nous rassurer et rassurer le cerveau sur ah, finalement, je suis capable de ça. Et moi, je crois énormément dans l'effet cumulé. C'est-à-dire que c'est. Alors, il y a le fameux livre, hein, vous pouvez lire sur l'effet Qui, cumulé, mais c'est qui est très très vraiment chouette. il est vraiment chouette et c'est surtout cette idée que c'est cet effet cumulé dans toutes les sphères de notre vie en fait. C'est pas que ah bah je veux changer d'identité dans mon business, bah du coup il y a que le business. Non, ça va t'obliger à changer d'identité dans toutes les sphères de ta vie parce que si tu changes d'image, si tu changes de cible, si tu changes ta manière d'être, bah en fait forcément ça va venir bah, modifier ton rapport au monde, modifier ton rapport aux autres, modifier le regard des autres sur toi et Évidemment. du coup bah, c'est vraiment un chemin de croissance personnelle. Et moi, je le vois vraiment comme ça, de se dire, OK, en fait, je suis en train de grandir. J'ai peur, j'ai envie d'évoluer, mais j'y vais quand même, parce qu'à tout âge, en fait, on grandit. On est juste là pour apprendre, expérimenter. Et comme je disais tout à l'heure avec les enfants, je crois qu'un enfant, avant d'apprendre à marcher, il tombe 1000 fois. Je me dis, bon, tous, on est passé par là, on est tombé 1000 fois et aujourd'hui, on marche tous. Bon, bah, a priori, ce truc-là, là, qui fait peur, on va remonter en scène. C'est ça. Et comme tu disais, c'est dans l'action qu'on gagne de la confiance, mais des toutes petites actions, il n'y a pas besoin de faire des trucs complètement fous, quoi. Juste, c'est quoi l'action qui te rapproche de ton objectif ou de ton rêve? Toute première, et souvent, elle fait pas si flipper que ça. La toute première, on peut y aller. Et si la première, t'es en confiance, bah, peut-être que la deuxième aussi, ça va bien se passer, et la troisième aussi, mais y aller une étape après l'autre. C'est hyper, hyper C'est important. ça. Et puis des fois, on peut aller à l'inverse. Alors ça, c'est pour celles qui sont un petit peu folles comme moi, c'est de faire les trucs qui nous font le plus peur. On commence par le truc qui fait le plus peur. Et en fait, quand on l'a fait et qu'on se rend compte que finalement, un, la Terre continue de tourner, que deux, rien n'a changé autour de nous, mais que par contre, on a cette fierté de se dire, putain, je l'ai fait, en fait, c'est bien. Bon, bah, voilà, ça hausse un petit peu le ton. Et ça peut être des choses. Alors, je vais donner un exemple, peut-être vous allez dire, ah ouais, mais enfin, c'est pas si fou que ça. Pour moi, par exemple, un exemple tout bête. Hier, bah, c'était pas le bon jour au niveau de mon cycle. J'avais mal calculé mon agenda et du coup, normalement, ces jours-là, je prends pas de coaching. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, c'était le jour où j'avais le plus de coaching programmé. Et là, je me suis dit, ah, la journée va mal se passer. Euh, et la mois d'avant, ce serait obligé à faire les coachings coûte que coûte parce que bah, les clientes, elles sont là, elles Engagé? ont pris leur... Voilà, je me suis engagée. Sauf que, bah, en fait, c'est un double engagement. C'est de quoi elles ont besoin? Elles ont besoin que je sois à mon best, en fait, pour elles, à ce moment-là. Et si moi, je suis en train de souffrir, je ne serai pas à mon best. Donc, du coup, j'ai préféré bah, différer, les appeler et dire, bah voilà, comment on peut différer, en fait, les choses. J'ai annulé certains coachings. Et en fait, en faisant ça, moi, je me suis dit oui à moi-même, je me suis rechoisie, mais je leur ai aussi montré à elles que c'était possible. Et toutes, elles m'ont dit, ah, merci de le faire parce que le fait de le... Alors déjà, toutes, elles m'ont dit, ah, ça m'arrange bien parce qu'aujourd'hui, en fait, ça m'arrangeait pas, on va très bien. Et c'est aussi une autorisation que du coup, elles vont s'autoriser aussi à avoir pour elles-mêmes. Donc aussi de se dire que quand nous, on s'autorise des choses, en fait, on envoie un signal, on envoie un message aux autres. Et c'est jamais gratuit, en fait. C'est toujours... il y a toujours cet effet miroir avec l'autre, en fait. Et donc, autorisons-nous. Et finalement, c'est aussi comme ça qu'on a de l'impact. L'impact, c'est pas juste monter sur une scène et dire très haut des choses. C'est dans les actions du quotidien, c'est dans la manière dont on interagit que bah, finalement les choses bougent. Et un autre exemple, bah, ça a été cette année quand tout s'est effondré dans ma vie du jour au lendemain.
Je me suis dit, OK, je fais comment avec mon programme de groupe? J'ai des coachings, je peux plus les assurer. Ça m'a demandé un effort surhumain d'écrire ce message dans ma communauté en disant, écoutez, je suis désolée, je vis quelque chose de difficile. Pendant les 20 prochains jours, je ne serai pas en mesure d'assurer des coachings, je ne répondrai plus à vos questions, je serai de retour le X. Euh, D'habitude, je fais une publication et des fois, il y a une semaine avant que les gens répondent parce qu'ils ne voient pas tout de suite. Parce que là, je t'assure, dans les 30 secondes qu'on suivi, elles ont toutes vu, elles ont toutes répondu en disant merci Fanny, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, je suis là. Et elles m'ont dit merci de t'autoriser à le faire. Parce qu'en faisant ça, tu nous montres que c'est possible. Et là, je me suis dit merci déjà infiniment. Enfin, rien que d'y penser, ça m'émeut, mais c'est en fait, c'est cette relation créée en fait avec notre communauté qui fait que derrière, bah, on nous renvoie aussi énormément d'amour en fait. Et pour moi, tout ça, c'est qu'une grande histoire d'amour, d'amour de Finalement. soi, d'amour des autres, d'amour de nos enfants. Et en fait, c'est tout l'amour, toute l'énergie en fait qu'on va mettre dans les choses. C'est ça qui est plus grand en fait que tout le reste. Et oui, tu annules un coaching, oui, tu déplaces un truc. Et la moi perfectionniste d'avant, elle dit ah, pas bien. Bah, la moi d'aujourd'hui, elle dit, écoute, tu sais quoi? C'est quand même beaucoup plus soft et beaucoup plus cool de le vivre comme ça, donc chill. Et c'est plus d'amour donné à toi-même. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. Le fait de s'autoriser à faire des choses, c'est aussi être un exemple pour d'autres femmes. Quand on a commencé l'interview, je te dis, ici, il n'y aura pas de montage, on va y aller brut de pomme, et si on bégaye, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le fond est beaucoup plus important que la forme, et ça montre qu'on peut se mettre, mettre son podcast sur YouTube sans montage, qu'on peut le mettre sur Spotify sans montage, et c'est pas grave. C'est Il ça. faut pas s'empêcher de faire des choses parce que oui, bah, c'est pas comme ça qu'on fait, et ben on va le faire comme ça, et on va se créer une nouvelle réalité où on ose faire les choses, même si elles sont pas parfaites, et ben elles seront quand même là. C'est ça. C'est effectivement ce qui compte, cette discussion en fait existe. Après, si demain il y a un montage, il y a un truc, c'est très bien. Mais c'est vrai que très souvent, bah, il y a aussi cette fameuse comparaison hein, avec les autres. Alors, en plus, avec l'ère des réseaux sociaux, forcément, ça fait beaucoup de mal. On se dit, ah oui, mais moi, si je fais pas un réel avec des animations, la voix off, le machin, le truc, bah du coup, j'en fais pas. Bon, bah, en fait, on peut faire un truc très simple et ça marche. Et effectivement, c'est vraiment le fond et l'énergie avec laquelle on partage les choses qui va être plus importante que le reste. Et d'ailleurs, si on voit aujourd'hui, je sais plus quel est son nom de ce pont du marketing américain, lui, son truc, c'est de faire des vidéos où juste il allume la caméra, il s'en fiche de savoir comment il est habillé, comment il est coiffé, juste et il a des vidéos, je crois, qui Plaisir. durent genre des fois 2 heures. Les gens écoutent, quoi. Parce que le fond, les intéresse. Et il n'a pas d'intro, d'outro ou de quoi que ce soit, hein, il y va. Alors, à quoi bon passer X temps sur des montages, des outros, des intros, mettre le petit ding ding, s'abonner au milieu si au final, ce que les gens veulent, c'est le fond de notre message. Enfin, c'est mieux. Si j'avais une équipe, peut-être qu'elle ferait des montages. Mais pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est avoir des femmes inspirantes qui parlent dans ce podcast. Et c'est tout. Et c'est bien suffisant. C'est ça. Et puis en termes de charge mentale, parce que quand même, c'est un grand sujet chez les femmes, bah, en fait, ça fait baisser la charge mentale en plus de part et d'autre. C'est-à-dire que moi, je suis venue en me disant, écoute, je sais pas de quoi on va parler, mais juste on va parler, ça va être, je vais passer un bon moment. J'ai pas eu à préparer des réponses, des trucs. Et en fait, je suis juste venue, j'avais juste moi-même. C'est très simple. Et inversement, pour toi, c'est pareil. Et derrière, au niveau de ton montage, t'as pas des heures et des heures en fait à le faire. Et je dirais même plus, merci, parce que je suis en train de lancer mon propre podcast en me disant, bon, alors là, il faut que j'aille sur Riverside, je vais faire le truc, le machin. Et là, je me dis, non, mais en fait, arrête de te prendre la tête, juste fais ton zoom normal. Et puis après, tu retourneras sur Riverside le moment venu. Et voilà. Donc, effectivement, il y a de l'impact dans tout ce qu'on fait. Ouais, Faut juste en avoir conscience. Mais sans se prendre la tête en exactement. mode, j'aimerais avoir cet impact-là. Non, en fait, l'impact pour moi, il va au-delà de même ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a ce qu'on imagine projeter. Mais ce qu'on projette n'est jamais. euh, est toujours plus grand finalement que ce Ce qu'on qu'on imagine. imagine. Complètement. Mais On complètement. imagine qu'on a une force de projection qui est comme ça, alors qu'en fait elle est comme ça. Mais on ne le sait pas. Mais pour ça, il faut y aller. Et surtout dans l'imperfection, en fait. Il faut arrêter de chercher la perfection partout, faire le podcast parfait, l'interview parfaite, ne pas bégayer. Non, il faut y aller. Et puis on s'améliorera au cours du temps.
Et je sais que mon premier épisode ne sera jamais aussi bien que le dernier. Ben, je continue comme ça. Et d'ailleurs, j'ai atteint les 1000 écoutes sur mon podcast. Je suis hyper contente. 1000 écoutes en 6 mois. Waouh, Mais si bravo, j'avais, merci, si j'avais attendu que ce soit parfait, j'aurais pas sorti de podcast. Donc, non, c'est bien. pas de perfection. Pas de perfection entre nous. Alors maintenant, j'ai envie de parler à Fanny, l'auteur, parce que on ne vous l'a pas dit, mais Fanny, je l'ai rencontrée effectivement dans un groupe business et je l'accompagne sur son livre, L'audace d'être soi, qui va sortir très bientôt. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre? Et surtout, pourquoi à ce moment précis de ta vie? Alors, je pense que j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais une fan inconditionnelle quand j'étais petite de La Petite Maison dans la Prairie. Si vous connaissez Laura Ingalls, vous savez que Laura Ingalls écrivait, voilà, elle Ouais. écrivait en fait c'est son livre, son journal intime. Et moi, j'étais en mode grande fan de Laura Ingalls. Mes parents ne savaient pas, mais entre midi et deux, des fois, quand je rentrais, que je ne mangeais pas à la cantine, je regardais un épisode en 12D. De la Et petite c'est maison comme dans la ça que je me prairie, suis dit, exact. ok, moi j'ai envie d'écrire. Et donc du coup, j'ai commencé, je me souviens, j'avais un grand classeur rose avec des gros trucs là pour le fermer. Et j'avais commencé à à écrire en fait. Sauf que mon beau-père a trouvé le classeur et un jour à table, il me dit oh, c'est trop mignon ce que tu as écrit, non, non, non. Et là, je me suis sentie mais, trahie en fait, parce que je me suis dit, mais en fait, ça regarde personne. Et en fait, ça m'a coupé dans mon élan. Mais vraiment, c'est comme si, ok, bah, en fait, c'est nul ce que tu écris. Enfin, je sais pas comment je En l'ai fait, c'était vécu, pour mais c'était personne d'autre que pour toi. Tu n'avais pas donné c'est ça. l'autorisation de lire, simplement. C'est ça. Et donc, du coup, ça a coupé ça. Par contre, bah, comme je dis, je fais des études de droit, donc là, on rédige beaucoup. J'ai rédigé beaucoup pour des directeurs. Moi, j'ai toujours bossé dans des postes en lien avec la direction. C'était moi la plume des directeurs. Personne ne savait, mais dans la région, c'est moi qui Et écrivais pour eux. maintenant, on le sait tout. C'était toi derrière. Ok. Et d'ailleurs, je tiens à remercier une directrice que j'ai vue qui était d'origine guadeloupéenne. Et elle a pris énormément de temps pour m'expliquer la rédaction. Elle avait un amour des mots, elle avait une culture. Et très souvent, quand je rédigeais pour elle, elle m'a dit, écoutez, il faut que je vous forme à mon style, mais surtout que vous compreniez en fait la langue française, le ceci, cela. Et du coup, elle m'a vraiment aidée dans la rédaction. Donc en fait, j'ai toujours rédigé, j'ai toujours aimé. Mais je me dis toujours, ouais, un jour j'écrirai un livre, un jour j'écrirai un livre. Ok, c'est bien l'histoire. Mais voilà, c'était devenu comme un espèce de rêve, mais un peu inaccessible. L'année dernière, j'ai lancé mon programme de groupe et il se trouvait que j'avais dans mes élèves, j'avais une femme qui aidait des coachs à écrire leur premier livre. Et là, je me suis dit, ok, chouette, allez, vas-y, on y va, je vais écrire. Et, euh, et en fait, la vie a fait que je me sentais pas, enfin, j'ai pas priorisé ça en fait. C'est pas une histoire que j'avais pas le temps parce que le temps, on l'a tous. J'ai Oui. pas priorisé ça. Il y a plein d'autres choses en fait qui se sont passées. Et qu'est-ce qui a fait que là, j'ai décidé vraiment d'écrire le livre? C'est qu'en fait, le titre, ça faisait très longtemps par contre que je l'avais dans ma tête, L'audace d'être soi, mais je ne savais pas quoi mettre dedans. C'est comme si en fait, je me disais, mais j'ai un titre qui est génial. Puis je me disais, non, mais c'est sûr, c'est déjà pris. Quand j'ai regardé, ça n'existe pas. OK? Personne n'a Bon. écrit ce livre. Super, on adore. Personne n'a écrit ce livre, super. Bon, bah, du coup, il y a un truc. Je me disais, mais bah, forcément, syndrome de l'imposteur, qui je suis pour aller écrire ça? Et non, 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 non. Toutes les petites histoires qu'on se raconte. Et puis, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça va être l'année où il y a cette fameuse rupture, il y a ce fameux moment où, du coup, je me dis, bon, bah, tout s'écroule, j'ai 40 ans dans 2 mois, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, bah, peut-être c'est le moment ou jamais, en fait, d'écrire le livre. Et à ce moment-là, dans ce fameux groupe où on est ensemble, il y a Léa pour pas la citer qui dit, mais Fanny, je sais pas si tu es au courant, mais Sabrina, elle a un programme qui s'appelle Auteur ambitieuse. Et là, dans ma tête, je me dis, non, mais c'est pas vrai. La fille, elle est assise à côté de moi. Elle fait, ok, d'accord, on va se parler. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai contactée. Et en fait, j'étais vraiment en mode, tu sais quoi, je vais avoir 40 ans et à un moment donné, en fait, bah, encore une fois, je choisis la vie. Et si je choisis la vie, je choisis mes rêves. Et si je choisis mon rêve le plus cher, si demain ma vie doit s'arrêter, en fait, il y a un truc que je vais avoir fait à tout prix dans cette vie, c'est d'avoir écrit ce putain de livre. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il existe. Après, advienne. Est-ce que je vais fermer ma boîte? Est-ce que je vais en faire une autre? Est-ce que... J'en sais rien. À ce moment-là, j'étais juste en mode focus. Ok, ce livre, il faut qu'il existe. J'ai envie de transmettre en fait tout ce que j'ai vécu, tous mes combats aux femmes qui nous entourent pour qu'elles comprennent qu'en fait, il n'y a pas d'un côté celle qui arrive et de l'autre côté celle qui arrive pas. En fait,
on est toutes pareilles, on est toutes constituées de la même manière, on est toutes traversées de plein d'émotions, on est toutes traversées de plein de, je veux dire, de luttes internes, de luttes externes. Et en fait, d'où que tu viennes, en fait, tout est possible dans ta vie. Et, euh, et d'arrêter, en fait, de porter des masques en permanence, parce qu'on porte toutes des masques en permanence. Et pour moi, le plus grand des masques, et c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre à travers ce livre, c'est que euh, en fait, le cadeau le plus fou que tu peux te faire dans la vie, c'est d'oser te regarder toi-même. C'est quand il n'y a personne, en fait. Quand tu es seul avec toi-même, qui est en dessous, en fait? C'est qui la femme en dessous de ce masque? Et cette femme, elle est merveilleuse. Quoi qu'il arrive, cette femme, elle est merveilleuse. Simplement, on a peur d'aller à la rencontre de cette femme parce que tout simplement, on la connaît pas. Et moi, c'est mon invitation avec ce livre, te dire, bah, sous la businesswoman, sous la femme, sous La la mère. mère, sous la c'est qui en fait? Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois qui? Et qui t'as envie de voir et de porter un regard différent pour s'apprivoiser, pour s'aimer, pour s'estimer. Parce que moi, je pense que vraiment, c'est en travaillant ça que tout le reste devient vraiment beaucoup plus simple. Et que du coup, tu peux t'autoriser est tellement plus que ce que tu imaginais au départ, en fait. Et c'est pas une question de compétition ou d'avoir atteint un niveau de CA, un niveau de vie. Et moi, je dis pas demain, faites comme moi, voyager. Comme je disais l'autre jour, voilà, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble. Je crois que tu m'as jamais vu 2 fois dans un même endroit, sachant qu'on a des rendez-vous tous les 15 jours. C'est ça. Bon, là, ça va s'arrêter. Là, maintenant, prépare-toi, c'est notre nouveau décor. Je m'habitue Mais à ce nouveau décor. voilà, mais je n'exhorte personne à faire comme moi. Je suis pas là en train de dire faut suivre le même chemin pour être heureux. Loin de là, je suis là pour dire en fait chacun est le créateur de sa propre réalité et le créateur de son propre chemin. Mais ce chemin, surtout un chemin de reconnaissance en fait de soi. Et je pense qu'on a tous en fait en nous. Je pense que déjà petit, si on regarde même nos photos d'enfants, si on regarde vraiment dans les yeux de cet enfant, tout était déjà là. Et si on regarde aujourd'hui nos enfants, on peut regarder des photos d'eux quand ils sont bébés, quand ils grandissent et tout ça. Mais en fait, à travers les yeux, on dit souvent les yeux, c'est le miroir de l'âme. Mais en fait, notre âme, elle est là. Elle est là pour s'incarner. Notre mission, ce qu'on est venu apporter au monde, c'est déjà là. Et c'est s'autoriser finalement à le voir, à l'embrasser et à le vivre pleinement. On adore. J'ai même pas envie de te couper. Mais je vais revenir sur ce que tu as dit sur le début et je pense que c'est le syndrome de l'imposteur. Comment tu arrives à passer ce syndrome de l'imposteur par rapport à l'écriture? Alors moi, c'est un truc secret. Ça s'appelle, en fait, j'ai ma super coach. Je lui écris, je lui dis, alors Sabrina, là, ça va pas le faire, je peux pas écrire là, parce qu'en fait, qui suis-je pour écrire? Bah, du coup, elle m'a donné un super exercice. Elle m'a dit, bah, écris tous les matins, pourquoi en fait tu pourrais écrire? Et le fait d'avoir fait cet exercice, ah ouais, c'est vrai que j'ai envie de partager ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, bah en fait, c'est toujours de. Bah, moi, ça m'a beaucoup aidé en fait à me relier en me disant, ok, ce livre, je l'écris pas pour moi, je l'écris pour d'autres. Et si en fait, un texte, un mot, une phrase, ça peut permettre une prise de conscience chez la personne en face, la personne qui va le lire. Bah, qui je suis pour écrire, en fait, ça va pas trop, c'est pas trop, ça va pas trop voir au chapitre pour le coup. Et je crois que chaque personne qui a envie d'écrire un livre et qui a un message, comme tu dis, on n'écrit pas les livres pour soi, sinon on ferait des journaux intimes. Et ça serait très bien. Oh, j'ai rien contre les journaux intimes, mais c'est une manière aussi d'aider l'autre. Dire, regardez ce que j'ai vécu, regardez comment je suis aujourd'hui. Et ça, si ça peut vous aider, ben, allez-y, quoi. Et moi, je suis persuadée que ton parcours peut aider un nombre de femmes incalculable. Moi, je suis persuadée. J'ai aucun doute là-dessus. Bah, en fait, pour moi, il y a aussi cette dimension de... C'est venu réconcilier quelque chose aussi chez l'entrepreneur. Dans le sens où l'entrepreneur en moi, souvent, elle est frustrée parce que pour le marketing, il faut avoir une cible, un message bien précis, répondre à un problème. Moi, je dis, OK, je réponds à ce problème-là. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. Je me dis, comment je fais pour transmettre ça? Et finalement, le livre, c'est venu vraiment réconcilier ça en mode... Ok, dans le livre, tu vas expliquer l'entièreté, en fait, la vision 360 que tu as, et simplement dans tes programmes, tu vas venir aider sur un problème spécifique. Ça ne veut pas dire que derrière, une fois que les gens sont rentrés, je ne vais pas tout traiter par rapport à ce que je peux apporter, mais ça veut dire que l'apport d'entrée, elle est marketing, certes, mais par contre, la puissance et la force de ce que j'ai envie de transmettre, c'est plus large, et finalement, ce livre, c'est ce que ça me permet de faire, en fait, de dire, bah voilà, tu veux savoir ce qui se passe dans mon univers, lis ça.
Puis après, c'était un problème spécifique parce qu'on va pas tout régler en une journée. On est C'est d'accord. vraiment un chemin. On va commencer par ce truc-là, c'est ce qu'on va travailler là ensemble, et tout le reste, ça sera plus simple. Donc du coup, je trouve que enfin, si on prend juste la casquette d'entrepreneur, moi je conseille à tout le monde qui a envie, toutes les femmes qui sont entrepreneurs, qui ont envie d'écrire un livre, dites-vous aussi que ça vous permet de vous ouvrir une porte en fait sur une autre plage de créativité. Et c'est pas forcément écrire un livre business. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis dit, oh, faut que j'écrive un livre business, mais j'ai pas envie et tout. Et là, on est en train de faire les échanges avec les correctrices et tout. Elles disent, ok, c'est un livre de dev perso. Et moi, j'ai mis longtemps à me dire, non, mais moi, je veux pas écrire un livre de dev perso. Puis après, je me suis dit, non, mais en fait, qui je suis pour aller juger ça? Si elle, quand elle lit le texte, elle le met dans cette catégorie-là, c'est que ça doit être ça. Et finalement, pour reboucler avec cette histoire d'identité et de comment on change, il y a ta volonté de changer et d'incarner quelqu'un de différent, mais c'est toujours en interaction avec le regard de l'autre. Et finalement, c'est la manière dont les autres nous renvoient des choses que ça vient consolider en fait des identités et des choses qu'on ne voit pas. C'est comme si les autres, ils voyaient notre angle mort. Et moi, cet angle mort du dev perso, je voulais pas l'assumer. Je me disais non, 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 moi je veux pas. Parce que j'aime bosser avec des femmes entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est dans mon ADN et que pour rien au monde, je ne parlerai pas de ce sujet-là. Par contre, je veux en parler sous un angle particulier. Et ce livre, ça a été comme un révélateur en fait. Donc, si vous doutez encore de vous sur qui suis pour écrire un livre, ben, tu as juste besoin d'être toi et ça suffit bien largement. Et est-ce que ça va être une belle aventure? Oui. Est-ce qu'on sait quand on va arriver, comment, pourquoi? On ne sait pas tout. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que si on savait tout, je pense qu'on ne le ferait pas au départ. Mais une chose est sûre, c'est que, en fait, c'est une aventure extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, combien de personnes aujourd'hui se disent, OK, je vais au bout de ce rêve, j'écris mon livre, et surtout, je le vends. Enfin, c'est juste, il reste pas dans un tiroir, effectivement. Je le vends, je l'offre, et il y a d'autres personnes qui vont le lire. Non, comme tu dis, c'est une aventure incroyable. Et effectivement, je crois que si on savait par tout ce par quoi on va passer, je ne suis pas sûre qu'on irait. Parce que, wow, écrire un livre et le vendre, c'est vraiment beaucoup de boulot. L'écrire, je trouve que tu vas aussi chercher des trucs en toi, sur ton identité, sur qu'est-ce que tu as envie de transmettre. Et peu importe le livre, hein, que ce soit un thriller, un livre de cuisine, un livre de dev perso, tu mets de toi dans un livre. C'est ça. Et tu te dis, mince, cette partie de moi, comment l'autre va l'accueillir? Il faut juste trouver son public et il sera bien accueilli, mais c'est un travail de dingue. Et moi qui suis aussi en train d'écrire un livre, je sais pas comment les gens qui écrivent tout seuls font. Je trouve ça extrêmement difficile d'écrire seul. Parce que Ah, évidemment, c'est on peut écrire que seul, mais de ne pas être accompagné là-dedans, je ne sais pas comment les gens font, vraiment. Ah bah, moi, c'est la preuve, hein. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il y a ce projet. Et voilà. Et d'ailleurs, même bah, cet été, j'en parlais avec mon fils. Il me dit, bon, il est où ce livre? Parce que ça fait tellement d'années qu'il m'entend en parler que du coup, il comprend pas, en fait. Il est en mode, mais je comprends pas. Enfin, ça fait 4 ans, à un moment donné, en fait, il est où ton livre, maman, quoi? Et là, je J'adore. dis, bah, écoute, aujourd'hui, en fait, là, j'ai rendez-vous avec Sabrina parce qu'elle m'aide à écrire. Ah, ok, d'accord, maintenant, tu as quelqu'un avec toi. J'ai oui, j'ai créé une équipe, en fait. Et je Ouais, pense que c'est ça le secret, en fait. C'est comme pour tout, c'est de se dire, ok. Seule, je pourrais y aller, mais si j'ai envie que le chemin soit fun et que ça soit plus simple, on revient à cette fameuse simplicité. Mais à un moment donné, en fait, il n'y a pas le choix. Et c'est aussi, je trouve que c'est comme ça aussi qu'on arrive à embrasser cette nouvelle identité, parce que du coup, bah, tu deviens auteur en cours de route. Bah, c'est OK, si je suis auteur, en fait, qu'est-ce que je fais? Être auteur, ça veut dire quoi? Ça veut avec qui dire, je bah, suis. Mhm. ça veut dire que je m'entoure de la bonne équipe. Ça veut dire que techniquement, il y a des étapes. Ok, c'est quoi les étapes? Ça veut dire que je vais m'enquérir aussi de tout ça. Et effectivement, c'est tout un travail. Mais pour moi, c'est de se dire, ok, avec qui j'ai envie de vivre cette aventure? Alors, on n'est pas obligé de se faire accompagner par quelqu'un de professionnel. Forcément, en fait, c'est toujours la même chose, c'est un raccourci. Mais quelle que soit en fait la méthode pour le faire, c'est vraiment c'est de la vivre à fond et de se dire, une fois, c'était la sage-femme qui m'avait dit, juste avant l'accouchement, elle me dit, au cours de préparation à l'accouchement, elle me dit, vous savez, elle dit, je vous envie les femmes là qui sont primo-parturientes parce que vous n'aurez jamais deux fois l'occasion d'accueillir votre premier enfant. C'est vrai. Parce que quand il y aura le deuxième, le troisième, le quatrième, il y aura déjà eu cette première fois. Et ben, je trouve qu'avec le livre, c'est la même chose. C'est la- écrire son premier livre, Ouais, et c'est une expérience de fou. ouais. Et qui, dans sa vie, a ce moment, en fait, où tu peux dire, en fait, je vis ça. Et moi, j'ai essayé de le vivre à fond. Et là, bah, j'ai pris du retard sur l'écriture. J'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que ferait l'écrivain? Bon, et bah, tu sais quoi, les 15 prochains jours, ça tombe bien, les programmes sont terminés et tout.
Ben, en fait, tu bloques ton agenda et pendant 15 jours, juste tu écris. C'est ce que font les écrivains, tu écris. Non, mais c'est bête à dire, mais un écrivain écrit, c'est la base. C'est vraiment la base. Tant que t'as pas écrit, t'es pas auteur, tu vois. Il va falloir quand même écrire quelques lignes pour pouvoir y aller. Et d'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça te fait ou qu'est-ce que ça change en toi le fait de passer du rêve de oh, je vais bientôt être auteur ou je rêve d'écrire à bah, je suis auteur, je suis en train d'écrire. Ben, en fait, c'est comme si quelque chose que je savais depuis longtemps au fond de moi, mais que je n'osais pas faire, que je n'osais pas, en fait, j'allais dire, vivre, vibrer, irradier. Devenait. Enfin, c'est comme si. Vous savez, souvent on dit agir depuis la meilleure version de soi. Je déteste ce terme-là, mais moi je préfère agir depuis la version que tu as envie d'être demain. Mhm. Et ben, c'est comme si cette Fanny auteure qui est là dans quelques semaines, elle me dit hé, coucou, rapproche-toi. Et j'ai l'impression que là, on est en train de se rencontrer. Et d'ailleurs, ça, je te l'ai déjà partagé, mais à partir du moment où j'ai décidé en fait de devenir auteur, c'est comme si l'extérieur aussi commençait à me percevoir comme ça. Et ce fameux jour où je suis partie, en fait, j'ai quitté la Thaïlande pour aller à Bali, j'étais dans un avion, donc 4-5 heures de vol. J'ai écrit pendant 5 heures et à la fin, il y a un passager qui vient me dit, vous êtes auteur, hein, c'est sûr, hein, j'ai remarqué, hein. Là, je me suis dit, OK. Et à l'époque, j'avais pas encore pris l'accompagnement avec toi, je l'ai pris, je crois, une semaine après. Mais en tout cas, c'était comme si le fait d'agir comme tel, ça avait déjà en fait shifter ma réalité. Et aujourd'hui, pour moi, je te l'ai dit cette semaine, j'ai dit, bon, on écrit le deuxième. Bon, on va déjà commencer par le premier, on va déjà le vendre. Oui, parce que pour moi, ça y est, en fait. C'est comme si, OK, j'ai le pied à l'étrier, j'ai cette nouvelle identité, let's go, on y va. Non, mais c'est génial ce passage sur l'identité. C'est qu'est-ce que fait une auteure, quoi? Ben, C'est ça, elle mais écrit. c'est comme, moi, ça m'a aidé pour le sport, par exemple. Avant, j'avais du mal à mettre au sport. Et quand les personnes me disaient, mais du coup, t'es sportive ou quoi? Et j'avais toujours ce moment un petit peu de, bah, je sais pas trop, je suis sportive du dimanche, quoi. Et maintenant, je dis, ouais, ouais, je fais du sport. Bah, du coup, naturellement, les gens proposent des activités sportives. Donc, du coup, j'y vais. Et le matin où j'ai pas envie de faire de sport, je dis, non, mais en fait, t'es sportive, Fanny. Donc, bah, tu te poses pas la question. En fait, je fais du sport. Bah, c'est la même chose pour écrire un livre. C'est à partir du moment où tu te présentes au monde en disant, je suis auteur, que fait un auteur? Il écrit. Il voit comment publier, il voit comment faire connaître son livre. Enfin voilà, après, il y a toutes les actions qui en découlent. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce que fait cette personne-là? Elle fait ça. Ben ok, let's go, on le fait. On adore, on est hyper fan. En tout cas, moi, je suis hyper fan. Et c'est vrai que ce chiffre de j'ai envie d'écrire, ah, je suis en train d'écrire mon livre, et ouais, je suis auteur, ça prend un petit temps. C'est pas comme ça. Ça prend aussi un temps d'embrasser cette nouvelle identité. C'est ça, mais ne serait-ce que, moi je me souviens quand on a commencé ensemble, le fait de mettre dans mon agenda que tous les 15 jours, j'ai un rendez-vous avec, alors maintenant c'est devenu avec mon éditrice, ben, tu vois, quand j'ouvre mon agenda, je dis, ok, j'en ai avec l'éditrice là, il faut avancer. Hmm. Euh, et quand j'en parle, quand je dis, bah voilà, cet été j'étais en vacances en famille, je disais, bon, bah là aujourd'hui les gars, j'ai rendez-vous avec mon éditrice, donc on se voit tout à l'heure. Je dis, ah bon, t'as une éditrice, mais tu ne l'as pas dit et tout. Bah, ah bah bravo, félicitations. Mais en fait, mais comment t'as trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Et en fait, ça ouvre plein de conversations et chacun en fait vient et ça ouvre à d'autres rêves. Et c'est quoi ton rêve? Ah bah oui, bah toi, comment tu pourrais faire ça? Enfin, faut pas non plus minimiser l'impact, encore une fois, sur les autres, quoi. Ça change, nous, notre manière d'être, mais ça change aussi le regard des autres et ça ouvre d'autres réalités et d'autres possibles. En fait, tu dis deux choses. Un, parler de ce qu'on fait. Même si le livre n'est pas encore sorti, dire que je suis en train d'écrire un livre, j'ai un rendez-vous avec mon éditrice, ça ancre dans la réalité, en fait. Le fait C'est rien que de ça. le dire. Et comme tu dis, le fait d'en parler, bah maintenant, enfin, dans nos emails, on a des emails de correctrice. Normal. Mais alors qu'avant, on n'avait pas ça. Mais ça ancre cette réalité. D'avoir ces nouveaux personnages de l'édition autour de toi, ben évidemment que tu es auteur. Sinon, tu n'aurais pas cet agenda-là où c'est écrit éditrice et tu n'aurais pas ces conversations-là. Donc, tu incarnes totalement ce qu'est une auteure, en fait. C'est ça. Et si je fais le parallèle avec le fait de trouver une cible, alors pour un livre ou pour vendre, en fait, enfin, en tant qu'entrepreneur, voilà, on dit souvent qu'il faut mettre une étiquette et tout. À partir du moment où tu marques effectivement dans ta bio, dans tes contenus que tu es auteur, ou moi j'ai marqué speaker, tiens, bizarrement, maintenant il y a des gens qui viennent, bon, j'organise des conférences, est-ce que tu veux? Bon, bah, maintenant tu as écrit un livre, du coup, bah, c'est des gens, alors il n'est pas encore écrit le livre, mais ok. Mais voilà, en fait, ça donne des signaux à l'extérieur et effectivement, c'est ce qui va générer du mouvement de l'autre côté. Donc, parlez de ce que vous faites.
En c'est plus, ça ça. ouvre des opportunités. Parler de ce que vous faites. Ok, le livre n'est pas encore sorti, mais on est en plein dans le processus et il va sortir. Donc, parlez C'est vraiment ça. de ce que vous faites, ça va vous s'ouvrir des opportunités que vous imaginez même pas. Alors, on va passer à l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, au quotidien? Qu'est-ce qui Quoi m'inspire? ou qui d'ailleurs? Je dirais que ce qui m'inspire le plus, en vrai, c'est les rencontres, en fait. Moi, j'ai toujours aimé les histoires des gens. C'est pour ça que j'avais cette fameuse étiquette du storytelling. Mais en fait, ce que j'aime, moi, c'est les parcours de vie. C'est vraiment, tu vois, hier, je suis allée boire un verre sur un rooftop avec une élève à moi que j'ai retrouvée 4 ans après. Bref, ça, c'est encore une fameuse histoire. Mais du coup, d'échanger, on a rencontré d'autres personnes qui sont là depuis longtemps, d'autres moins longtemps. Et en fait, chacune explique bah, comment elle est venue à l'île de la Réunion. Est-ce qu'ils sont nés là? Est-ce qu'ils sont arrivés là? Pourquoi ils sont venus? C'est quoi leur rêve? Est-ce qu'ils sont venus tout seuls? Et en fait, moi, c'est ça qui m'inspire de me dire, bah, on a tous des vies extraordinaires en vrai. Parce que extraordinaire, c'est quoi? Il n'y a pas une définition, c'est juste ce qui sort de notre ordinaire. Donc pour moi, tout ce qui sort de mon ordinaire, c'est Est extraordinaire. extraordinaire. En fait, moi, moi, je me délecte en fait de ça. C'est ça qui me donne l'inspi, c'est de me dire, ok, la vie, elle est là partout et il y a plein de choses qui donnent envie. Moi, j'adore manger. Ce matin, je suis allée bruncher avec bah, tiens, mon agent immobilier qui est devenu ma pote ici. Et elle me regarde vraiment, elle me dit, tu te rends compte, ça fait un quart d'heure, on est juste en train de s'échanger des adresses de brunch et de où est-ce qu'on peut manger des trucs et tout. Je lui dis, alors, tu vas apprendre à me connaître, moi, ça fait partie de ma vie, en fait. C'est partout où je vais dans le monde, tu me demandes, en fait, faut me demander juste la liste des restos. Je peux te dire, on peut manger ça et ça et ça, et dans quelle ambiance. Parce que manger, moi, j'en fais vraiment une expérience. Tous les jours, je me dis, OK, j'ai envie de tester un nouveau truc ou de retrouver un lieu qui me fait du bien. En fait, ça fait partie de l'expérience de la vie. Donc, c'est vrai que l'inspiration, moi, elle est partout, quoi. Mais c'est dans l'essence. Non, mais complètement, d'accord. Ok, l'inspiration, elle est partout. J'adore. Comme quoi, il n'y a pas besoin de choses exceptionnelles, comme tu as dit. L'extraordinaire, c'est juste ce qui n'est pas dans ton quotidien et tout devient un peu extraordinaire. C'est chouette, c'est vraiment chouette. C'est Alors, ça. quelqu'un qui nous écoute, là, on arrive à la fin de l'épisode et qui se dit, j'hésite à y aller, peu importe quoi, hein, à faire le tour du monde, à écrire mon livre, à lancer mon business. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bon, accrochez votre ceinture. C'est pas qui veut gagner 1 million, mais pour moi, c'est vraiment la question. Quand je doute de quelque chose, la question que je me pose toujours et celle que je pose aussi à mes clients, c'est imagine demain, tout doit s'arrêter. Imagine t'es au dernier jour de ta vie. On ne sait pas quand, on ne date pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir peur. Imaginons c'est le dernier jour. Euh, Qu'est-ce que tu ne voudrais pas regretter en fait? Si tu n'as pas fait ce truc-là qui te fait peur, qu'est-ce que tu vas te dire? Et c'est en général, il y a un regain de OK, on va y aller. Et en fait, c'est souvent d'enlever cette question du comment, parce que c'est souvent le comment qui nous. Moi, si je me disais, ah, OK, je vais écrire un livre, et là, je commence à me demander le comment je vais le vendre, j'écris pas. Hein, la On est question ne se d'accord. pose pas, j'écris pas. Mais si je me dis, OK, j'ai vraiment envie dans cette vie-là d'être auteur, donc d'avoir écrit au moins un livre, c'est vraiment mon rêve. Ben, go. Et en fait, c'est valable pour tout. Moi, c'est vraiment ce qui m'a guidée pour tout. À chaque fois, quand j'ai eu très, très peur, je reprends l'exemple avec mon fils. C'était vraiment un choix, vraiment, mais pour le coup, le plus audacieux, le plus dur dans ma vie de dire, OK, je ne vivrai plus le quotidien avec lui. Oui, mais en fait, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est quoi? L'alternative, ça veut dire que je reste à côté de lui, je souffre en silence. Et quand il a 18 ans et qu'il part faire ses fameuses études ou autre chose, je dis, ah, à cause de toi, je suis restée là et j'ai été malheureuse toute ma vie. Et non, 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 en fait, c'est pas cette Il y a femme-là une que j'ai envie maman qui est une maman au éteinte terme. aussi, tu vois. Une C'est maman ça. éteinte pendant Et 18 ans, je sais pas si c'est ça un fait peu vraiment long, rêver, hein. ça. C'est ça. Et en fait, c'est de se dire, OK, au dernier jour, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir vécu? Qu'est-ce que j'aurais envie que les gens disent de moi? Comment j'ai aimé? Comment j'ai transmis? Comment j'ai partagé? Comment j'ai vécu? Et en fait, de quoi on va se souvenir? Et très souvent, c'est pas les grands exploits, voilà, c'est les trucs qui nous ont fait vraiment kiffer, c'est les histoires qu'on va se raconter et qu'on va chérir en fait. Et puis c'est toutes les fois où on a osé faire un truc qui nous a fait flipper et en même temps qui nous a rendus tellement fiers. C'est ça, c'est ça. Ah ben tiens, justement, parce que un petit truc qui aide aussi, moi je conseille à tout le monde d'avoir son carnet des fiertés.
Achète un carnet, on aime toutes les carnets, t'achètes ton carnet des fiertés et chaque jour tu notes les fiertés. Et ça peut être j'ai réussi la mousse au chocolat alors que d'habitude je la rate à chaque fois, elle est immangeable et là pour la première fois ça y est, tout le monde en a redemandé. C'est ce que tu veux. Mais en fait, c'est de se dire ok, en fait c'est tous ces trucs-là qui me faisaient peur avant, mais que maintenant en fait je kiffe quoi, et je surkiffe. Et ça fait tellement du bien de se sentir fier en fait de ce qu'on fait. Le sentiment de fierté, c'est pas un truc que tu croises au quotidien et tu le ressens vraiment quand tu as fait un truc qui te sort un peu de ta zone de confort, quoi. T'as refait ta mousse au chocolat pour la 36e fois et ouais, enfin, tout le monde l'a mangé, il restait plus rien. C'est ça. C'est ça. Et du coup, tu sors de cette catégorie de celle qui rate tout le temps sa mousse au chocolat et tu entres dans la catégorie des winners. Exactement, exactement. On arrive à la fin du podcast, c'était super. Dis-moi où on peut te retrouver, quels sont tes prochains projets. Tu racontes ce que tu veux là. Ah bah forcément, la première chose, ça va être le livre. Donc, du coup, vous allez pouvoir aller sur le site. Alors, le site au moment où cette interview est diffusée, je ne sais pas où en sera le site, mais bon, normalement, dans 15 jours, il est là. Donc, le site va s'appeler iamfannychan.com. Et en fait, dessus, vous retrouvez le lien pour pouvoir commander le livre. Vous pouvez le précommander ou le commander s'il est déjà sorti. Mon projet, c'est de faire des rencontres, en fait, via des conférences, des ateliers conférences pour pouvoir rencontrer le public parce que l'idée pour moi, c'est pas juste de transmettre les mots à travers le livre. Moi, ce que j'aime, c'est le côté charnel. Et j'ai envie, en fait, dans cette vie, de pouvoir rencontrer les gens et aussi partager leur histoire, qu'ils puissent aussi me raconter, eux, ce que ça a changé pour eux ou s'ils l'ont pas encore lu, mais qui se posent la question de, OK, comment j'ose, en fait, être moi-même. Et moi, je vais vraiment animer des ateliers, en fait, sur cette thématique. Et puis, vous pouvez me retrouver tout simplement sur mes réseaux sociaux également, où je suis présente régulièrement. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Moi, vous l'aurez compris, ce que j'aime, c'est le contact humain, parce que pour moi, c'est l'humain avant tout. Et en tant que coach business, ce à quoi je m'attache en particulier, c'est pas de venir chérir ton CA, c'est de venir chérir en fait l'humain qui est là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui s'occupe de l'humain. Si on s'occupe de l'humain d'abord, tout le reste, ça va en découler. Je suis tellement d'accord avec ça. Merci infiniment, Fanny, d'avoir accepté cette invitation. Toutes les infos seront dans la description de l'épisode et on se retrouve très, très bientôt avec ton livre entre les mains. C'est À ça. bientôt, Merci Fanny. beaucoup, Sabrina. À Avec bientôt. plaisir. Bye. Bye.